Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons poursuivre le thème d'histoire consacré à la France depuis 1945. Je vous rappelle la problématique générale, c'est de répondre à la question suivante: quelles ont été les grandes transformations politiques et sociales en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Alors, pour répondre à cette question, on a tout d'abord travaillé sur les grandes transformations politiques. Nous avons notamment constaté qu'après 1945, eh bien, la République était rétablie en France avec la naissance de la 4e République. Alors cependant, ce régime sur lequel nous avons travaillé ne va pas durer très longtemps, 12 ans. Elle naît en 1946 et elle disparaît en 1958 avec la guerre d'Algérie. Et justement, en 1958, si on assiste à la disparition de la 4e République, on assiste à la naissance, par contre, d'un nouveau régime politique. Ce nouveau régime politique, c'est la 5e République. Et justement, cette 5e République va faire l'objet de la leçon que l'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va commencer notre leçon. Comme je vous l'ai indiqué dans l'introduction, nous allons travailler sur la 5e République aujourd'hui. Et pour comprendre ce que nous allons faire, on va partir d'un constat. Le constat, c'est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes toujours sous la 5e République. C'est-à-dire qu'en fait, ce régime créé en 1958, il dure toujours et finalement, il fait preuve d'une très grande longévité. Donc notre objectif, c'est de voir justement quelles sont les caractéristiques qui permettent à la 5e République de durer depuis 1958. Et pour commencer à répondre à cette question, nous allons voir dans un petit 1 que ce régime politique, il est stable et il s'est adapté aux besoins de la société. Quelques éléments déjà pour débuter. Première des choses, 5e République, elle est née en 1958, ça c'est à connaître. Deuxième élément, cette République, elle a été adoptée par référendum, c'est-à-dire qu'on a demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour la mise en place de cette nouvelle République. Et comme vous le voyez sur l'écran, ils ont été majoritairement pour, parce que plus de 80% des Français ont accepté la nouvelle constitution de 1958. Et dernière chose, cette République, elle a été fondée notamment par Charles de Gaulle. Alors, maintenant, nous allons voir quelles sont les principales caractéristiques de la 5e République. Alors, première des choses que vous devez noter, c'est que la 5e République, c'est ce qu'on appelle un régime semi-présidentiel. En gros, vous avez un président qui est ici, qui dirige avec une assemblée nationale. C'est pour ça qu'on ne dit pas un régime présidentiel, mais semi-présidentiel, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de partage des pouvoirs entre le Parlement et le président. Mais dans les faits, quelle est l'institution la plus importante sous la 5e République? C'est quand même le président de la République. Et ce président de la République, et ça c'est, comme on va le voir, une nouveauté, son rôle il est important. D'ailleurs, notez ce que je viens de vous dire, c'est que le fait d'avoir une République en France avec un président qui possède de nombreux pouvoirs, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que vous avez eu au cours de l'histoire de France différentes républiques, mais dans la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, c'était le Parlement qui avait le plus de pouvoir, jamais le président quand il y en avait un. D'accord? Donc effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette 5e République, elle donne d'importants pouvoirs au président de la République. Le président de la République qui devient même la clé de voûte des institutions. La clé de voûte, c'est-à-dire qu'en fait, tout tourne autour du président de la République. C'est véritablement le personnage qui a le plus de pouvoir et qui a le rôle le plus important. Et d'ailleurs, le président de la République a de nombreux pouvoirs. Je vous en donne 3, notamment ceux qui sont sur l'organigramme que vous avez sous les yeux. Premier des pouvoirs, regardez ici, le président de la République qui peut dissoudre l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire dissoudre? C'est-à-dire qu'il peut dire aux députés de l'Assemblée nationale, il peut annuler leur élection et reconvoquer justement les Français devant les urnes. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi selon cet organigramme? Regardez, le président français, lorsqu'il a une question importante ou une décision importante à prendre, il peut demander directement
l'avis aux Français, c'est-à-dire qu'il va les consulter par référendum, il leur pose la question, les Français vont voter par oui ou par non, et le président peut s'appuyer dessus. Donc ça, c'est un pouvoir. Autre pouvoir qui apparaît dans cet organigramme, eh bien, c'est le président, regardez, qui nomme le Premier ministre et son gouvernement. Donc, voilà quelques pouvoirs. Retenez ces derniers, ça sera déjà pas mal. D'accord? Autre caractéristique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est un régime très stable, qui dure depuis plus de 60 ans. À l'échelle de l'histoire de France, 60 ans, c'est important. Il y a rarement des régimes depuis la Révolution française qui ont tenu aussi longtemps. Donc, régime stable qui a plus de 60 ans et qui a connu 8 présidents successifs. Alors, ces 8 présidents, vous les avez sous les yeux. À chaque fois, donc vous avez le nom, et vous avez la durée du mandat. Exemple, par exemple, Charles de Gaulle, il a été président de la 5e entre 1959 et 1969. Alors pourquoi je vous ai mis cette infographie? Parce que tout simplement, pour le QCM qui aura lieu sur ce chapitre, vous aurez des questions sur le nom des présidents qui ont justement été élus sous la 5e République. Donc vous devez connaître les présidents et leur durée de mandat. Alors maintenant, on va se poser une autre question. Comme je vous ai dit, donc la 5e République, c'est un régime stable qui a plus de 60 ans. Eh bien, on va se demander justement quels sont les éléments qui peuvent expliquer cette stabilité. Alors cette stabilité, elle peut s'expliquer notamment par le mode de scrutin utilisé sous la 5e République. Le mode de scrutin, c'est la manière dont on fait voter les gens. Et ce scrutin, eh bien en fait, c'est ce qu'on appelle un scrutin majoritaire. Qu'est-ce que c'est un scrutin majoritaire? Eh bien c'est bien simple. Celui qui qui a le plus de voix dans l'élection, eh bien, remporte l'élection, même s'il n'a pas eu 50% des voix. Imaginez, vous avez une élection législative, au second tour, il y a 3 candidats, eh bien, il y en a un qui est arrivé en tête, même si ce dernier, il n'a que 42%, hop, eh bien, il gagne l'élection. Voilà, celui qui arrive en tête gagne et les autres n'ont rien. Alors, ce scrutin majoritaire, il a un avantage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a mis en place sous la 5e République. C'est qu'avec ce type de scrutin, il est facile d'obtenir une majorité solide et stable. En gros, avec un scrutin majoritaire, celui qui gagne l'élection, eh bien c'est beaucoup plus facile pour lui de gouverner parce qu'il n'a pas besoin de s'entendre avec les autres. Par contre, ce scrutin, il a un inconvénient. C'est que toutes les sensibilités politiques ne sont pas toutes représentées à leur juste valeur. Je vais vous donner un exemple. Imaginez le premier d'élection qui a 42%, eh bien il a raflé tous les postes. Celui qui était peut-être derrière et qui a 40%, eh bien lui il n'a rien, alors quand même qu'il représentait 40% des électeurs. Et là donc vous voyez, pour le coup vous avez 40% des électeurs qui n'ont aucun représentant. Donc vous voyez, ce type de scrutin il a un avantage, mais il a aussi des inconvénients qui ne sont pas négligeables. Ce qui explique sa stabilité, c'est aussi la capacité d'adaptation de ce régime politique aux besoins de la société. En effet, depuis 1958, la Constitution, elle a connu de nombreuses modifications, c'est-à-dire que les règles du jeu entre 1958 et aujourd'hui ont été changées. Notamment, il y a 3 choses qui sont différentes par rapport à 1958 lorsqu'on regarde cet organigramme. La première des choses, eh bien, c'est qu'en 1958, eh bien, le président de la République n'est pas élu par les citoyens, n'est pas élu par le peuple, mais il est élu, regardez, par des grands électeurs. C'est un peu un système de suffrage universel comme on a aux États-Unis. Eh bien, cette règle, elle a été changée depuis 1962 où on a décidé, notamment c'est le général de Gaulle qui a fait passer cette décision, eh bien que depuis 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire il est élu directement par les citoyens. D'accord? Deuxième modification, eh bien regardez, c'est la durée du mandat du président. En 1958, le président, il est élu pour 7 ans. Aujourd'hui, le président est élu pour 5 ans, c'est-à-dire qu'on est passé d'un septennat à un quinquennat. Celui qui a fait voter cette réforme, c'est Jacques Chirac.
Dernière modification, et puis là vous êtes concerné, c'est la majorité. C'est-à-dire que si vous faites attention, en 1958, la majorité, elle est à 21 ans, alors que maintenant, elle est à 18 ans. Et là, le président qui a fait passer cette modification, c'est Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Comme nous venons de le voir, Ve République, c'est un régime qui est stable et qui dure depuis 1958. Par contre, malgré cette stabilité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Ve République, c'est quand même un régime politique qui est contesté. Et l'objectif de cette deuxième sous-partie, c'est de voir justement pourquoi, quelles sont les critiques qui sont aujourd'hui adressées à ce régime politique. Pour comprendre ces critiques, je vais vous passer une vidéo. Sur cette vidéo, donc intitulée La Ve République, un régime dépassé, je vais vous demander de prendre des notes. De prendre des notes pour répondre à deux questions. La première, c'est celle-ci. C'est quelle est la principale critique adressée à la Ve République dans le reportage que vous allez regarder. Deuxième question, que réclament ceux qui contestent la Ve République. Donc, si vous n'avez pas de quoi noter, vous le prenez rapidement ou vous mettez sur pause. Et une fois que c'est bon, vous pouvez regarder le reportage que je vais vous diffuser maintenant. La Ve République est officiellement née. Monsieur Michel Debré, garde des Sceaux, a apposé le sceau de l'État au texte constitutionnel. Les rédacteurs, les constituants de la Ve République avaient comme contre-modèle la 4e. Nous ont expliqué à l'époque qu'elle ne durerait pas. Nous voici pour proposer la 6e République. Or, elle a 60 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Aujourd'hui, on va consacrer ce numéro à la 5e République qui célèbre cette année son 60e anniversaire. La 5e République, c'est le régime politique actuellement en vigueur en France. Et parmi les institutions qui la composent, il y a bien évidemment l'Assemblée nationale. C'est le cœur de la représentation nationale. Je vous propose qu'on aille faire un tour à l'intérieur. L'Assemblée nationale a joué un grand rôle dans la mise en place de la 5e République. En juin 1958, c'est elle qui charge Charles de Gaulle de préparer une nouvelle constitution. À l'époque, la France est en crise. La 5e République est censée apporter plus de stabilité à la vie politique. La constitution de la 5e République, une grande dame qui fête ses 60 ans. C'est elle qui, en 1958, enterre la 4e République et son instabilité politique notoire. Le Parlement est à cette époque chargé de désigner le gouvernement. Tout puissant, il est aussi divisé. En seulement 12 ans de régime, la 4e République a connu 24 gouvernements. L'impression qui dominait, c'était que la France n'était plus gouvernée. Il y avait un pluralisme politique désordonné, sans alliance stable, parce que les partis ne trouvaient pas leur point d'accord sur ce qui faisait les grands problèmes politiques de l'époque, la guerre froide et la guerre d'Algérie. La question de l'indépendance algérienne et les divisions politiques qu'elle cristallise transforment la crise institutionnelle en une crise de régime. Après une énième démission du chef du gouvernement, le général de Gaulle apparaît comme l'homme providentiel. Retiré des affaires politiques depuis plusieurs années, l'homme du 18 juin 1940 se déclare prêt à assumer le pouvoir et devient chef de gouvernement. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Au sommet de l'État, l'urgence est de préparer une constitution. Rédigé en étroite collaboration avec Michel Debré, le texte veut remédier aux défaillances de la 4e République, en instaurant un nouveau régime qui garantisse la stabilité politique, avec comme leitmotiv le renforcement de l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État pour le général de Gaulle, c'était le chef de l'État. D'où la rédaction d'une constitution qui, dès 1958, donne au président de la République un certain nombre de pouvoirs que l'on dit en droit des pouvoirs propres, c'est-à-dire des pouvoirs qu'il peut utiliser tout seul. Par exemple, le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Par exemple, le pouvoir de nommer le Premier ministre. 60 ans de vie politique et 24 réformes constitutionnelles plus tard, le secret de la longévité de la Constitution de 1958 est peut-être à chercher du côté de sa capacité à évoluer et à s'adapter. Au moment d'élaborer le nouveau projet de constitution, on vient de le voir, il y a un homme qui a beaucoup compté.
Michel Debré, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Aujourd'hui, c'est son fils qui nous reçoit dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, mais aussi président du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016. Autrement dit, vous avez été le président de l'institution qui est chargée de veiller au respect de la Constitution élaborée par votre père. C'est tout un symbole. C'était une consécration pour vous? Pas une consécration, une fonction émouvante, parce que mon père a mis beaucoup de lui-même dans cette Constitution et que les tentations en France ont toujours été de revenir sur la Constitution de la Ve République. Vous savez, quand la Constitution a été promulguée, les bons esprits, les grands juristes nous ont expliqué à l'époque qu'elle ne durerait pas, qu'elle avait été faite par De Gaulle. Or, elle a 60 ans. Elle a survécu à De Gaulle, à Pompidou, à Giscard, à Mitterrand, à Chirac, à Sarkozy, à Hollande et au président Macron. Alors justement, en 60 ans, elle a été révisée, modifiée 24 fois, notamment avec l'élection du président au suffrage universel ou le passage du septennat au quinquennat. Est-ce que vous pensez qu'on a trop touché à cette Constitution? Vous savez, c'est un grand jeu français. Je ne sais pas si vous faites du football. Non. Mais vous ne faites pas. Mais moi qui aime beaucoup le foot, si vous ne mettez pas le ballon dans les buts, il y a deux façons de corriger. Soit en travaillant plus, soit en agrandissant les buts. Et en France, on agrandit les buts. Et c'est une habitude française de changer les règles du jeu. Je crois que c'est une mauvaise chose. Alors oui, on a modifié en grande partie l'équilibre institutionnel. Mais le fond de la Constitution de la Ve République reste un président de la République qui domine les institutions, une séparation entre l'exécutif et le législatif, la responsabilité politique du gouvernement, eh bien, on en assume les conséquences avec la possibilité de dissolution. L'élément essentiel, en un mot, de la Constitution de la Ve République, c'est les pouvoirs conférés au président de la République sans contre-seing du gouvernement. Il peut nommer le Premier ministre, faire un référendum, dissoudre le Parlement, saisir le Conseil constitutionnel. Depuis toujours, la Ve République ne fait pas l'unanimité. De plus en plus de personnalités politiques veulent en finir avec ces pouvoirs accordés au président. Ils réclament de passer à la 6e République. Comment et pourquoi? La réponse en images. Depuis 2 décennies, la gauche a fait de la réforme constitutionnelle une priorité. C'est le socialiste Arnaud Montebourg qui s'engouffre le premier dans la brèche. En 2001, il fonde la Convention pour la 6e République. Aujourd'hui, le fer de lance du mouvement est plutôt Jean-Luc Mélenchon. À l'occasion des 2 dernières campagnes présidentielles, le candidat du Front de gauche puis de la France insoumise organise 2 marches pour la 6e République. Notre constitution actuelle, selon lui, était taillée pour Charles de Gaulle dans un contexte exceptionnel qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Il y a urgence à abolir la monarchie présidentielle actuelle. Écoutez-moi, je sonne l'alerte. Mesure-t-on bien aujourd'hui les dangers que ce texte permet si son usage tombait entre certaines mains d'apprentis sorciers? Dans leur projet de 6e République, tous souhaitent un Parlement plus fort et un président responsable de ses actes. Mais au fur et à mesure, d'autres revendications se sont agrégées. Cette 6e constitution, c'est un ensemble de propositions. Ça peut être la prise en compte du vote blanc, ça peut être la révocation des élus. Ce qu'il ne faut pas oublier, que ce sont les règles qui font la façon dont ça fonctionne aujourd'hui en France. En changeant ici la 5e République pour une 6e constitution, on change un peu l'intégralité de la façon dont fonctionne la France. Contrôler davantage l'exécutif, mais aussi introduire une démocratie participative. C'était la philosophie de la candidate Ségolène Royal en 2007. Benoît Hamon, candidat du PS à la présidentielle en 2017, veut lui aussi une 6e République qui implique davantage les citoyens. Il faut multiplier les formes d'irruption possibles des citoyens dans la démocratie. Pas pour ralentir la décision, pour leur donner une légitimité démocratique. Aujourd'hui, ceux qui décident sont souvent totalement déconnectés de ceux qui subissent la décision. Emmanuel Macron ne souhaite pas changer de régime, mais il a lancé une révision de la Constitution, la 25e depuis 1958. L'examen du projet de loi, qui prévoit notamment la réduction d'1 tiers du nombre de parlementaires, a été repoussé à cet hiver en raison de l'affaire Benalla. Un scandale
qui a ravivé les critiques à l'encontre de la Ve République, souvent qualifiée de monarchie républicaine. On vient de le voir, la plus grande critique adressée à la Ve République, c'est qu'elle accorde trop de prérogatives au président. Est-ce que vous pensez qu'un passage de la Ve à la VIe République est inéluctable? Si c'est pour faire une nouvelle constitution, pourquoi pas. Si c'est pour revenir aux errements de la 4e, alors non. Ce qui a profondément changé depuis ces 30 dernières années, c'est la médiatisation. La politique est devenue un métier du spectacle. Il ne s'agit pas d'agir, il s'agit de réagir. Aujourd'hui, le rythme politique, les institutions de la République, hélas, mais on n'y peut rien, sont conditionnés par les réseaux sociaux, par les médias, etc. Et c'est ça qui a changé la nature. La médiatisation du président de la République, c'est pas du fait de ses pouvoirs, c'est pas uniquement du fait de son élection au suffrage universel, c'est le système médiatique, le système de communication qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il est le seul qui passe à la télévision, qu'on voit, et donc il y a une personnalisation très forte du pouvoir. Le président Macron. Nous allons maintenant répondre aux deux questions. Donc la première, je vous la répète, c'est quelle est la principale critique adressée à la Ve République? Eh bien, quand on regarde ce reportage, la principale critique que l'on fait à cette Ve République, c'est que la Constitution, eh bien, elle donne trop de pouvoir au président. D'ailleurs, ce président, il est même comparé à un monarque républicain. D'ailleurs, cette comparaison, elle est illustrée par la caricature que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire qu'on considère que le président, du fait de tous ses pouvoirs, eh bien, c'est une sorte de roi en République. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que le président français, c'est un chef d'État, donc démocratique, attention, on est en démocratie. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Mais c'est quand même le chef démocratique qui a le plus de pouvoir. C'est-à-dire que le président français, il a bien plus de pouvoir que le président des États-Unis. Exemple, le président français, une fois qu'il est élu, il est inattaquable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être attaqué en justice. On ne peut rien contre lui. Il est inamovible. Qu'est-ce que ça veut dire inamovible? C'est-à-dire qu'on ne peut pas le destituer. Alors que aux États-Unis, vous avez vu, notamment avec Donald Trump, il y a eu des procédures justement de destitution. En France, ce n'est pas possible. Une fois que le président est élu, il va jusqu'au bout de son mandat. Il n'y a aucune possibilité d'en changer. Donc voilà l'une des principales caractéristiques. Maintenant que nous connaissons la principale critique adressée à la Ve République, nous allons voir ce que réclament ceux qui la contestent justement. Donc là en fait, vous avez deux visions. Il y a tout d'abord ceux qui veulent changer de régime, qui veulent une 6e République dans laquelle le Parlement aurait plus de pouvoir et le président beaucoup moins. En gros, ça serait une sorte de retour en arrière, c'est-à-dire ce qu'on a connu avant la Ve République. Après, vous en avez d'autres qui ne veulent pas forcément changer de régime. Ils veulent garder la Ve République, mais ils veulent qu'elle s'adapte, notamment en donnant plus de place, plus de pouvoir et plus d'initiatives aux citoyens. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est-à-dire notamment en consultant plus souvent les citoyens par le biais de référendums dès qu'il y a des questions importantes. Nous avons donc terminé cette leçon sur la Ve République. Donc nous avons vu pourquoi c'était un régime stable, mais nous avons vu aussi que malgré sa stabilité, c'était un régime contesté. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer votre trace écrite. Revoyez le grand 1 et le grand 2 parce que c'est le grand 1 et le grand 2 feront l'objet justement d'un QCM qui sera effectué bientôt. Donc sur ce, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt.